Tissier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à la série d'entretiens du projet Imagine. Ça s'appelle De l'intérieur et c'est parti. Isabelle Tissier, votre passion pour la mer remonte à vos 6 ans, l'âge que vous aviez lorsque vous découvrez en famille la Bretagne et ses rivages. Et c'est pour vous un tel coup de foudre que vous faites alors une promesse, celle de devenir marin. En 1978, vous obtenez votre diplôme d'ingénieur agronome avec une spécialité, l'halieutisme, c'est-à-dire l'étude des méthodes de pêche. Et pendant plusieurs années, vous allez mener des recherches et enseigner dans divers organismes. En 1991, vous décidez de participer à une célèbre course autour du monde en solitaire, le Bock Challenge. Après 139 jours en mer, vous terminez 7e, mais le véritable exploit, c'est que vous devenez alors la première femme à avoir bouclé un tour du monde en course. Dès lors, vous décidez d'abandonner votre carrière dans l'enseignement pour vous concentrer sur la course large. Que d'émotions, que d'aventures pendant ces années consacrées à la navigation. Ce sont des histoires de casse, de débattage, de naufrages, de bateaux qui se couchent, voire se retournent. Et le récit de vos aventures fait littéralement chavirer les cœurs, notamment lors du Vendée Globe de 1996-97, lorsque vous décidez de faire demi-tour au beau milieu d'une tempête pour aller à la rescousse d'un des coureurs, Jerry Roff, en difficulté à cause du gros temps justement. Après avoir encaissé votre lot d'épreuves en mer, mais aussi de joie, bien sûr, vous allez vous tourner vers une nouvelle passion, celle de l'écriture. Et en 2009, paraît votre premier roman, Seule la mer s'en souviendra. La même année, votre engagement en tant que défendresse de la nature vous offre une nouvelle opportunité, celle de la présidence de la branche française du WWF, le World Wide Fund for Nature, le Fonds mondial pour la nature. C'est une ONG, une organisation non gouvernementale internationale créée en 1961, dont la raison d'être est la suivante: arrêter la dégradation de l'environnement dans le monde et construire un avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature. Et dès la page d'accueil du site du WWF, vous appelez à construire le monde d'après, soulignant votre conviction que tout est lié, l'économie, la santé et l'environnement. Alors, en lien en direct avec cette conviction, ma première question est la suivante. Faites-vous partie de celles et ceux qui pensent que la crise sanitaire et la crise environnementale ont des fondements communs? Selon vous, est-ce que ce lien entre l'érosion de la nature et l'émergence des pandémies est évident? Alors, je ne le pense pas parce que ce n'est pas une pensée. Le WWF est basé sur la science et moi, je suis une scientifique. Donc, je regarde ce qu'on peut compter, mesurer, vérifier, les expériences qu'on peut recommencer plusieurs fois et qui donnent le même résultat. Voilà. C'est comme le dérèglement climatique, ce n'est pas une idée, c'est pas une position politique, c'est juste une réalité. Or, que nous dit la science? Elle nous dit que pour le Covid-19, on n'est pas encore à 100% sûr, mais à 90% sûr qu'on a bien la transmission d'un virus qui est quasiment similaire dans les chauves-souris et que vraisemblablement l'hôte intermédiaire pourrait être le pangolin, ça on n'est pas complètement sûr encore, et que la commercialisation dans le marché de Wuhan des animaux sauvages vivants, avec une concentration humaine extrêmement forte, font que ces animaux, ben voilà, au contact, évidemment, les virus passent assez facilement d'un individu à un autre et même passent la barrière des espèces. Là où on est sûr, c'est qu'on a vu ça à l'œuvre pour le SRAS, pour le MERS, pour un certain nombre, pour Ebola. Et on a vu que qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est qu'en détruisant la nature, en particulier à travers la déforestation, mais aussi à travers le fait qu'on fait des routes dans des endroits où il y avait, qui étaient des endroits totalement sauvages, qu'on assèche les zones humides, que voilà, on amène en fait les deux réservoirs, le réservoir humain et le réservoir non humain, à se rapprocher. Et donc en rapprochant ces deux réservoirs, évidemment, on favorise le passage de virus et de bactéries d'un côté et de l'autre d'ailleurs, parce que on a aussi, nous, contaminé un certain nombre d'êtres vivants, mais évidemment, ils ne sont pas là pour s'en plaindre. Donc voilà, donc la science nous dit ça. Et du coup, est-ce qu'une des priorités aussi, ce serait de lutter véritablement de manière active et efficace sur les réseaux criminels qui font le commerce illégal d'espèces sauvages? Je rappelle que c'est la 4e activité criminelle la plus lucrative au monde. Bah, ça tombe sous le sens, puisque c'est une des origines, parce que la plupart du temps dans ces marchés asiatiques, mais pas que, hein, aussi en France, il y a un commerce de faune et de flore sauvage qui d'une part en général accélère la disparition des espèces, parce qu'en plus, plus une espèce devient rare, plus elle est chère, donc plus elle est chère, plus elle est braconnée.
Donc, c'est vraiment une cause de disparition des espèces. Et puis, de fait, on voit que c'est aussi une cause de pandémie, c'est encore une fois pas la seule. Mais donc voilà, donc c'est notre protection à nous qui implique qu'on lutte contre ces mafias. Je vous rappelle aussi que l'argent des mafias après va pour alimenter d'autres commerces illégaux et que donc va fragiliser des États, va encourager la corruption. Donc tout ça est une menace globale. Alors, il y a un domaine dans lequel le lien entre la menace climatique et la menace sanitaire se fait évident, c'est celui de l'accélération très inquiétante du dégel du permafrost. Alors, le permafrost, ce sont ces immenses territoires qu'on trouve en Russie, au Canada et en Alaska, dont les sols restent gelés toute l'année. Et avec le dérèglement climatique, le permafrost fond peu à peu, ce qui risque d'avoir des conséquences dramatiques. Donc, premièrement, ces sols renferment pas moins du double du dioxyde de carbone déjà présent dans l'atmosphère. Ça signifie 40 fois les émissions annuelles actuelles de CO2. Et ce n'est pas tout, dans le permafrost se cachent des bactéries et des virus qui datent de milliers d'années, dont des pandoravirus auxquels nos organismes n'auront sans doute pas le temps de s'adapter. Et donc, la fonte du permafrost représente une bombe climatique et une bombe sanitaire, on peut dire une véritable épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Et pour couronner le tout, le 29 mai dernier a eu lieu en Sibérie une énorme catastrophe industrielle due justement à la fonte du permafrost. Le géant minier Norilsk Nickel, qui a ses infrastructures bâties sur le permafrost, a vu un de ses réservoirs de diesel s'effondrer et laisser échapper plus de 20 000 tonnes d'hydrocarbures dans la nature. Il s'agit d'une catastrophe écologique sans précédent par son ampleur. La pollution est visible de l'espace et le président russe Vladimir Poutine a déclaré l'état d'urgence. Alors pensez-vous, Isabelle Autissier, que le grand public est suffisamment alerté, qu'il est au courant de l'ampleur de ces menaces qui sont finalement imminentes? Et aussi, pensez-vous que le droit international est assez outillé pour poursuivre les responsables de ce genre de dégâts à l'environnement? Alors, ce que vous décrivez, évidemment, est une des conséquences du dérèglement climatique. Est-ce qu'elle est plus grave que les autres? Est-ce qu'elle est plus grave, par exemple, que l'acidification des océans et la désoxygénation des océans, ou moins grave? Honnêtement, j'en sais rien, mais effectivement, la question du permafrost, vous parlez des terres, mais je voudrais parler des mers froides aussi, puisque les cataractes de gaz sont en train de s'échapper, que vous avez dans le Grand Nord des mers qui bouent, puisqu'il y a du méthane qui est en train de s'échapper. Donc tout ça, évidemment, fait partie, à mon avis, c'est presque plus du côté de l'accélération du dérèglement climatique que de la question d'éventuelles pandémies. Oui, bien sûr, il y a peut-être un virus qui va s'échapper, comme vous dites, mais enfin, les virus, ils sont là, et je ne suis pas sûre qu'ils sont tous complètement capturés dans le sol. Il y en a certainement qui se baladent aussi à la surface. Simplement, on a la chance qu'en Sibérie, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, évidemment, la mise la coupe de la forêt, par exemple, dans les endroits forestiers, ou le fait d'implanter des mines, ça peut être ce phénomène qui va rapprocher les réservoirs animaux des réservoirs sauvages. Mais je vous rappelle qu'un virus, ça ne vit pas comme ça tout seul. Un virus, ça vit dans un hôte, obligatoirement. Donc voilà, donc après, oui, évidemment. Est-ce que les gens sont assez informés? Vous savez, d'abord, les gens, ils s'informent de ce qu'ils ont envie de s'informer. Quand vous allez sur Internet et vous tapez ce que vous venez de dire, vous allez trouver toute l'information que vous voulez. Donc l'information, elle est parfaitement disponible. Simplement, souvent, la plupart des gens n'ont pas trop envie de jouer à se faire peur. Ils ont plus envie d'aller voir les soldes en ligne que d'aller s'occuper de la fonte du permafrost. Donc voilà, je pense que oui, enfin, l'information, elle existe et elle n'est pas compliquée à trouver, vraiment pas compliquée. Maintenant, il faut un tout petit peu avoir envie d'ouvrir un livre, un journal, d'aller sur Internet et de s'intéresser à ça. Après, est-ce que les lois internationales, évidemment non, mais parce que là, on est sur un territoire national. Norilsk, c'est russe. Les mers qui sont contaminées, c'est les mers bordières, donc c'est russe. Donc c'est extrêmement difficile dans ce cas-là de faire jouer une législation internationale qui irait intervenir dans un pays souverain pour lui dire il faut faire comme ci ou comme ça. Ça n'existe pas et on ne l'imaginerait pas en France. Quand on a eu Brisol, on n'a pas eu les Chinois qui sont venus nous dire comment il fallait faire. Donc non, pour l'instant, il n'y a pas ce genre de réaction et je vous rappelle qu'il n'y a pas vraiment d'organismes internationaux qui s'occupent d'environnement et de biodiversité. On a créé l'IPBES, qui est la version scientifique,
mais on n'a pas la version politique. Donc pour l'instant, ces questions-là, les questions d'environnement, elles restent au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, par exemple, qui est une forme d'action, mais qui est évidemment une forme d'action très, très large et pas toujours très efficace, il faut bien le dire. Que c'est vrai que comme on est là souvent, on se sent un petit peu impuissant en tant que citoyen. On voit bien qu'il y a des grandes entreprises qui fuient leurs responsabilités financières en cas de dégâts à l'environnement. On se souvient aussi du combat incroyable, titanesque, pendant plus de 15 ans de procédure pour l'Erika. Hein. C'était de 99 à 2012. Et donc, ça a permis l'émergence de ce statut juridique donné à la nature avec le préjudice écologique, ce qui permet de défendre la nature en elle-même. Est-ce qu'il faut sans doute… Mais ça, c'est en France. Ça, c'est la loi française. Effectivement, en France, on a le préjudice environnemental qui existe, mais dans plein d'autres pays, ça n'existe pas du tout. Et au niveau international, ça n'existe pas. Il y a certains pays, par exemple, qui sont en avance sur nous puisqu'ils commencent à donner un statut à certains éléments de la nature. Donc, vous pouvez avoir un statut juridique, par exemple, pour un fleuve ou pour une espèce, et vous pouvez vous ester en justice au nom, par exemple, de ce fleuve qui serait pollué. En France, ça n'existe pas. Donc, en France, je ne peux pas, même moi, WWF, me porter aux justices, je ne sais pas, moi, au nom de la Seine qui serait polluée ou que sais-je. Donc là, les législations dans chaque pays sont partout très différentes et il n'y a pas aujourd'hui, encore une fois, de législation internationale. À mon avis, compte tenu de la lenteur de ces choses-là, ça ne va pas arriver tout de suite et il vaut mieux agir par le biais des COP, des conférences des parties, que ce soit climat ou biodiversité, parce que ça, c'est quelque chose qui existe et sur lequel, voilà, on sait comment ça marche, c'est un outil qui est là, quoi. Si on commence à se lancer à vouloir faire une juridiction mondiale, ben, je vous souhaite bonne chance parce que je pense que dans 30 ans, vous y serez encore. Vous voyez le temps qu'il a fallu pour créer la Cour pénale internationale, entre 1945 et le moment où elle a été créée, ben, vous imaginez le même genre de process. Donc voilà, appuyons-nous sur ce qui existe pour essayer d'être efficace. Alors, Cour pénale qui est d'ailleurs rejetée même par les États-Unis. Je veux bien quand Ils même… l'ont jamais signé, ils l'ont jamais signé. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Je veux bien qu'on continue quand même à se creuser un tout petit peu la tête sur ces questions juridiques, puisqu'on voit qu'il y a des choses qui émergent un petit peu partout dans le monde. Donc, on voit qu'on a besoin de trouver des moyens pour avoir des recours. Et on va revenir justement sur la question de la déforestation, puisque dorénavant, on le sait, avec la mer, nos forêts forment le second poumon de la planète. Et malgré cette prise de conscience, je le rappelle, toutes les 6 secondes, c'est l'équivalent d'un terrain de foot de forêt primaire qui est détruit. Donc, toutes les 6 secondes. Ce sont des données satellitaires. Et 2019 a été la 3e année la plus dévastatrice pour les forêts primaires en 2 décennies. C'est donc un phénomène qui ne montre aucun signe de ralentissement. Cela concerne essentiellement le Brésil, la République démocratique du Congo et l'Indonésie. Et donc, face à cette catastrophe, j'ai envie de vous faire réagir, chère Isabelle, à l'action que mène aux Philippines un avocat spécialiste du droit de l'environnement. Il s'appelle Antonio Oposa et il est désormais célèbre pour avoir établi le principe de responsabilité intergénérationnelle, à savoir la responsabilité de la génération présente à protéger l'environnement pour les générations futures. Et donc, c'est sur la base de ce principe qu'il n'a pas hésité à attaquer en justice le gouvernement philippin en lui opposant 43 enfants issus d'un petit village. Et donc, lors de sa plaidoirie, il a réussi à démontrer que la décision du gouvernement de déforester était non seulement préjudiciable à l'environnement, mais portait atteinte aux droits fondamentaux de ses enfants. Il a gagné le procès. Ça a stoppé la déforestation et surtout ce cas fait dorénavant jurisprudence et inspire d'autres procès de ce type un peu partout dans le monde. Donc, est-ce que vous pensez que c'est le genre de piste qu'il faut absolument suivre? Et puis évidemment, je veux bien, en question subsidiaire et vraiment importante, que vous nous rappeliez en quoi stopper la déforestation est absolument primordial. Alors, je ne suis pas sûre, malheureusement, qu'ayant gagné son procès, ça ait stoppé la déforestation. La déforestation, elle continue. Il a peut-être obtenu sur un endroit, un terrain, une entreprise, quelque chose, mais ça, malheureusement, la déforestation continue et s'amplifie. Donc, alors, évidemment, c'est d'ailleurs ce qu'essayent, ce qu'ont essayé de mettre en place certaines ONG avec ce qu'on a appelé il y a 2 ans l'affaire du siècle. Et on sait bien que c'est vrai, on sait bien que ce que nous sommes en train de faire de la planète aujourd'hui va impacter, alors pas seulement les générations futures, hein, ça c'est fini, l'histoire des générations futures. C'était il y a 30 ans ou 40 ans qu'on parlait des générations futures. C'est la génération d'aujourd'hui. Non seulement celle qui est dans les écoles, mais vous qui avez l'air d'avoir une quarantaine d'années, et moi qui en ai 65, ou bientôt, on va être impacté.
C'est pas les générations futures, c'est dans 5 ans, dans 10 ans. On voit bien que le dérèglement climatique, ça y est, on voit bien que les canicules, ça y est, on voit bien que les grands feux de forêt, ça y est, on voit bien que les pluies diluviennes, ça y est, on voit bien que les sécheresses, ça y est. Donc on voit bien qu'on y est. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Alors après, oui, de par le monde, il y a eu tout un tas de procès comme ça. Il y a des jeunes Américains qui sont en procès contre l'État, il y a eu aux Pays-Bas, on a donc en France. Et si on recense les procès de ce genre-là, on en a plusieurs dizaines dans beaucoup, beaucoup de pays du monde, y compris des pays qu'on n'attendrait pas. Alors après, c'est encore une fois selon les législations nationales, avec des heures et des bonheurs différents. Donc il y a des fois, les gens gagnent le procès, mais en général, il ne se passe rien. C'est-à-dire que voilà, vous avez gagné votre procès, mais ça continue quand même. Et la plupart du temps, malheureusement, soit les procès sont déboutés, soit ils perdent le procès parce qu'on dit, ben non, c'est pas la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité globale de la planète, on n'y peut rien. S'il y a de la déforestation, c'est parce que en France, vous voulez rouler en voiture et que donc vous voulez rouler avec les agrocarburants qui sont la cause majeure pour laquelle nous importons l'huile de palme. Et si vous voulez acheter de l'huile de palme, il faut bien qu'on coupe la forêt pour qu'on ait de la huile. Enfin, vous voyez, la responsabilité, quand on la cherche, elle est malheureusement pas que celle de la personne qui coupe la forêt, enfin, de l'entreprise qui coupe la forêt. Donc c'est bien, ça fait partie de la panoplie des moyens qui permettent, parce que les entreprises n'aiment quand même pas trop le juridique et le judiciaire, parce que c'est pas une bonne image, et puis ça leur fait dépenser des sous, et puis voilà. Donc ça fait partie des moyens, comme peuvent l'être les mouvements dans la rue, comme peuvent l'être les gens qui, dans leur boulot, portent des solutions, etc. Donc il y a plein de moyens hein, pour à la fois alerter et changer les choses. Et le juridique en fait partie, mais il faut évidemment pas penser que c'est la solution. D'ailleurs, encore une fois, malheureusement, la preuve, c'est que quand les procès sont gagnés, ça continue quand même. Voilà. C'est un moyen d'attirer l'attention, c'est un moyen d'entraîner un mouvement, mais c'est un des moyens. Et puis, Votre dernière question sur la question de pourquoi la déforestation c'est grave, parce que vous l'avez dit vous-même, les forêts, surtout les forêts anciennes d'ailleurs, beaucoup plus que les forêts jeunes, stockent du carbone. Et évidemment, notre problème, c'est qu'on continue à produire énormément de gaz à effet de serre, et en particulier énormément de CO2, et que l'océan et la forêt, en séquestrant une partie, soit dans le plancton qui va ensuite couler au fond des mers, soit dans la fabrication du bois qui va être stocké tant qu'on ne brûle pas le bois, ça nous permet de stocker du carbone. Donc ça vient freiner un peu, ralentir un peu, mais pas complètement, hein, puisqu'on sait que le dérèglement climatique et l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère continuent. Et si on n'avait pas la forêt, si on n'avait pas l'océan, ça exploserait complètement. Donc c'est une des raisons. La deuxième grande raison, c'est que ce sont des réservoirs de biodiversité extraordinaires, d'ailleurs que ce soit l'océan ou la forêt, et qu'on ne sait pas ce qu'un jour, pour le bien des hommes, on va pouvoir trouver comme médicaments, comme process, et puis parce que tout simplement, la nature en tant que telle n'a pas à nous demander la permission pour exister. Je pense que la nature, nous sommes un des éléments de la nature, nous sommes une des millions d'espèces de la nature, et donc, philosophiquement, entre guillemets, on voit très bien pourquoi on s'arroge, nous, une des espèces de la nature, le droit de vie et de mort sur toutes les autres. Et on sait qu'en particulier la forêt, et surtout les forêts primaires et les forêts des pays chauds, renferment des espèces innombrables qu'on ne connaît même pas. Vous avez raison de rappeler aussi le caractère éthique de cette prise de position. Et puis, puisqu'on est encore dans ce climat autour de la pandémie du coronavirus, je rappelle aussi que dans les forêts tropicales humides, il y a pas mal de virus, de maladies très virulentes. Il y a Zika, Nipah, le paludisme, le choléra. Et donc, plus on déforeste, plus aussi on a le risque. C'est exactement ce que je vous ai dit, mais vous savez que nous, on contamine aussi beaucoup les autres êtres vivants. Hein. Par exemple, on essaye de protéger les grands singes, mais nous, on transmet aux grands singes un certain nombre de virus et de bactéries qui sont humaines. Donc, ça se fait dans les deux sens. Hein.
L'un des arguments toujours mis en avant pour justifier l'inertie, c'est l'argument économique, bien sûr. La transition écologique est souvent vue comme un gouffre financier. Et sur cet aspect, la prestigieuse revue Nature vient de publier une étude internationale qui a fait un travail colossal, puisqu'elle fait le calcul de l'impact économique de l'inaction climatique. Et selon cette étude, qui s'attache surtout aux pays du G20, hein, eh bien, elle démontre qu'il faudrait, si on veut vraiment agir de manière efficace, investir jusqu'à la fin du siècle entre 200 et 1287 milliards de dollars par an. Alors évidemment, ce sont des sommes qui sont énormes, mais en fait, ce que cette étude nous montre, c'est que par contre, si on ne fait rien, ça coûtera 10 fois plus, ce qui correspond à 2 à 12% du PNB mondial actuel. Mais en fait, aujourd'hui, on se rend bien compte que tout ça n'est pas forcément inatteignable, puisque rien que pour cette pandémie du coronavirus, eh bien, on parle de 2500 milliards de dollars pour les États-Unis, à peu près la même chose en Europe. Donc, on voit bien que d'un seul coup, ce genre de somme, ce genre d'évaluation est tout à fait envisageable. Comment est-ce que vous voyez les choses par rapport à cette nouvelle approche économique? Est-ce qu'on peut y voir de l'espoir pour enfin agir efficacement? Bah, de l'espoir, je ne sais pas, c'est un moyen de présenter les choses quand les gens ne s'intéressent pas aux espèces, ne s'intéressent pas à la vie, ne s'intéressent pas à la qualité de vie des êtres humains, ils disent qu'ils n'en ont rien à faire, que seul compte le PIB et le cash flow, ben on leur dit, bah, attendez, justement, le PIB et le cash flow dépendent de la nature. Et on leur prouve, alors il y a tous les calculs, vous en avez cité un, mais il y en a plein d'autres, tous les calculs qu'on veut qui permettent effectivement de donner une certaine visibilité économique à des phénomènes. Bon, c'est bien sûr à prendre avec beaucoup de pincettes. Il vaut mieux souvent être plus, comment dire, si on veut être plus concret, par exemple au Conseil économique, social et environnemental, on a, à la demande du gouvernement, regardé la stratégie nationale bas carbone qui a été promulguée au mois de mars en France. Et par exemple, juste là-dessus, juste pour que la France tienne les accords de Paris, en fait, on voit qu'il manque déjà 20 milliards par an. Donc là, on revient vers le gouvernement, on leur dit, bah, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes en train de promulguer une loi, mais vous n'avez pas derrière, il manque 20 milliards. Donc ça veut dire que vous savez déjà d'entrée de jeu que la loi, vous ne pourrez pas la mener à son terme, puisque voilà. Alors on nous dit, bah oui, mais 20 milliards, on ne les a pas, et puis là, on en trouve 500. Donc voilà, donc c'est en fait, sur le fond, je pense que c'est venu aussi de la très mauvaise définition qu'on a eue de ce que c'était que le développement durable. Vous vous souvenez, il y a une trentaine d'années, on a expliqué que le développement durable, c'était l'intersection entre le social, l'économique et l'environnemental. C'est complètement faux. Il n'y a pas de social et d'économique sans environnemental. Vous ne pouvez rien faire si vous ne mangez pas, si vous ne respirez pas, si vous ne buvez pas de l'eau. Mais en une journée, si vous ne respirez pas, en 2 minutes, vous êtes morte. Donc c'est le contraire. C'est en fait, il y a l'environnement, et dans l'environnement, il y a les êtres humains, dans les êtres humains, il y a la société, dans la société, il y a l'économie. Le social, c'est plutôt en forme d'espèce de pyramide. Et ce qui soutient toutes nos activités, évidemment, c'est l'environnement. Si on n'a pas un climat stable, si on n'a pas d'eau buvable, si on n'a pas d'air respirable, on ne fait rien. Donc, on voit bien tout de suite là que de toute façon, c'est même pas une question d'argent. C'est juste une question de survie de l'espèce humaine, quoi. Donc je pense que voilà. Alors après, évidemment, c'est là aussi, c'est un des moyens. Vous parliez du juridique tout à l'heure, faire des calculs économiques. Le WWF en a fait beaucoup. On a prouvé que l'océan était la 7e puissance économique du monde, par exemple. Voilà. Alors bon, voilà, ça donne des signaux, ça essaye d'entraîner des gens en allant sur leur terrain à eux, pour leur faire des démonstrations à partir de leur terrain à eux. On voit bien que les entreprises, c'est ça qui les intéresse aujourd'hui, c'est combien elles risquent de perdre. Là, elles ont fait les calculs avec le coronavirus, elles vont perdre de l'argent, les actionnaires vont perdre de l'argent. Donc du coup, les entreprises se disent, ah ben oui, les pandémies, c'est pas bon pour le business. Le problème de la pandémie, c'est un problème d'espèces sauvages. Ben, réglons le problème, ça nous coûtera moins cher. Voilà, donc c'est un moyen d'entraîner les gens. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas prendre ce calcul au pied de la lettre, d'abord parce qu'en général, il ne veut pas dire grand-chose. Et puis qu'encore une fois, ce n'est pas qu'un calcul économique. Oui, et d'ailleurs, vous faites bien de soulever la question sociale, parce que c'est toujours ça aussi qu'il y a en tête, c'est que les gens se disent, oui, ok, il y a la fin du monde, mais il y a la fin du mois. Et j'ai vu que le WWF, vous interpellez le gouvernement avec ce que vous appelez un filet de sécurité. Vous pouvez nous dire un tout petit peu plus à quoi vous faites allusion avec ça? Oui, le WWF, on va retravailler, d'ailleurs, on est en train de retravailler ça de manière beaucoup plus
précise, mais pendant la pandémie, on a considéré que, au fond, la nature et l'homme sont indissociables et que si on veut mettre des milliards sur la table, très bien, mettons-les. Il faut absolument que ça aille dans le sens à la fois que chaque mesure soit pensée comme étant bonne pour l'environnement, bonne pour l'économie et les emplois, mais bonne aussi pour la santé. Et qu'il faut que ce soit ce triptyque qui gouverne et qui fasse une sorte de filet de sécurité autour des sociétés et des individus pour ce moment qu'on commence à vivre où on est en train de réinvestir considérablement dans l'économie et donc potentiellement de redéployer en partie notre économie. Alors le monde d'après, c'est pas un bouton sur lequel on appuie, c'est pas un monde magique qui tout d'un coup va être devant nous, mais c'est un chemin qu'on peut faire avec ces millions-là. Parce que sinon, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, si on refait comme avant, on va nous dire mais il n'y a plus d'argent, vous voyez, on a même une dette terrible. Et donc là, on aura creusé la dette économique sans boucher la dette écologique, donc ce sera pire. Donc notre seul espoir aujourd'hui, c'est de se dire, avec cet argent qu'on met sur la table, on va évidemment aider les entreprises et les emplois et aider la question sociale, mais on va aussi essayer de diminuer et de stopper la dette écologique qu'on a creusée et de réorienter les entreprises vers autre chose. Mais ça veut dire, par exemple, que si on investit sur la question des transports, moi je suis par exemple très déçue qu'il n'y ait rien pour augmenter le transport ferroviaire. On donne des millions à Air France, bon d'accord, mais on devrait à minima demander que Air France, dans les 5 ans, arrête totalement toutes les destinations à moins de 5 heures de train. Parce que 5 heures de train, quand vous avez 2 heures d'avion, en fait, vous perdez 5 heures pareil, le temps d'aller à l'aéroport, etc. Donc voilà, donc ça, si on n'est pas assez vigilant là-dessus, on va refaire comme il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on a donné 6 milliards à Renault et Renault nous a inventé les SUV. Enfin, pas Renault, mais l'ensemble de l'industrie. Or, les SUV, c'est la deuxième raison dans le monde pour laquelle les gaz à effet de serre continuent à augmenter. Les SUV, c'est une catastrophe écologique. Donc là, voilà, disons à Renault, si on leur donne de l'argent, vous allez progressivement arrêter vos chaînes de SUV, arrêter la pub pour les SUV, et puis nous refaire des petites voitures légères avec lesquelles on se transporte essentiellement en ville, et puis nous faire des voitures électriques, parce que si c'est un jour, grâce à de l'énergie renouvelable, voilà, on va aller dans le bon sens. Mais Oui. évidemment, c'est obligatoirement dans l'idée du WWF le fait de conditionner de manière stricte avec des chiffres et avec des dates, et pas avec des promesses. Parce que demain, on reste gratis, ça on l'entend tout le temps, mais moi je veux un chemin balisé avec des chiffres et des dates pour qu'on sache où on va. Alors effectivement, il y a d'un côté donc conditionner les aides publiques, puisqu'après tout c'est notre argent, nous en tant que citoyens, et justement en parlant des citoyens, sans doute qu'il faut une plus grande mobilisation citoyenne, il faut absolument que les citoyens du monde entier fassent pression pour qu'il y ait vraiment un infléchissement. Qu'est-ce que vous pensez de la mobilisation de la jeunesse en ce moment? Est-ce que vous pensez qu'il y a une mondialisation des consciences? Écoutez, si vous me donnez un moyen pour mobiliser les citoyens, nous, ça fait quand même des années et des années, on passe énormément de temps et d'argent à essayer de mobiliser les citoyens. Donc, ça marche en partie. Mais oui, alors la mobilisation de la jeunesse, elle a ça d'intéressant qu'en général, la plupart du temps, les gens aiment leurs enfants. C'est pas tout à fait vrai partout, mais enfin, c'est quand même assez vrai. Et donc, ils sont assez sensibles quand même à ce que leur disent leurs enfants. Et que ce soit des chefs d'entreprise du CAC 40 ou que ce soit des éboueurs ou des gens d'un peu partout. Donc quand le discours vient des enfants et quand les enfants disent, on entend de plus en plus par exemple, moi je ne ferai pas d'enfants parce que je ne veux pas mettre d'enfants au monde dans cette planète, trop dangereuse, je pense que ça participe effectivement assez fortement à faire réfléchir les gens. Voilà. Maintenant, on voit bien aussi que même Greta Thunberg, elle n'a pas non plus changé le monde. Donc voilà, donc je pense qu'il faut continuer à se mobiliser parce qu'il n'y a que ça de possible. Il faut continuer à changer nos comportements et puis il faut continuer à les faire changer dans nos collectivités locales, dans nos entreprises, dans nos associations, au niveau des États. Voilà, il n'y a pas une personne qui détient les clés de cette affaire, c'est l'ensemble des citoyens partout là où on est. Et là où on est, on peut faire changer les choses.
Merci beaucoup pour cet entretien, chère Isabelle Etissier. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, des romans, des récits, des contes. Votre dernier roman est sorti l'année dernière. Il s'intitule Oubliez Clara. Il a été publié chez Stock. Et l'année d'avant, en 2018, vous avez sorti sous la forme d'un album CD un conte éducatif qui s'appelle Zoé et la Méduse. Merci encore. C'était De l'intérieur avec Isabelle Etissier. Merci, au revoir.